Le grand dialogue. Sigika Foba. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Shenibiro. Halud Mauni. Shenibiri. Sigika Foba. Le grand dialogue. Le grand dialogue. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes mercredi 29 avril 2015. Bienvenue à cette émission. Une émission qui réfléchit aujourd'hui sur les regains de tension qui se passent actuellement dans le nord du Mali. Nous allons voir avec nos invités comment tout cela se déroule sur le terrain. Ousmane Kornio, expert des questions de sécurité, est ici dans le studio. Firoun Maïga, spécialiste de gestion des conflits, est également avec nous. Et en ligne depuis Tombouctou, Yaya Tandina, journaliste habitant à Tombouctou. Donc, merci à vous, messieurs, pour votre disponibilité. Je suis Famoussa Sidibé. Mamadou Ouattara est à la technique. Ce matin, des hommes armés ont attaqué la ville de Goundam dans la région de Tombouctou, faisant 3 morts et des échanges de tirs seraient actuellement en cours dans la ville de Léré, toujours dans la région de Tombouctou. Il y a 2 jours, le premier responsable de l'aménagement mettait en garde les parties prenantes sur les conséquences graves que leur action pourrait entraîner sur le processus de paix au Mali. Alors nous allons voir avec vous, Yaya Tandina, vous êtes à Tombouctou, vous êtes journaliste. Qu'est-ce qui se passe sur le terrain? D'abord, bonjour. Bonjour, M. Famoussa. Alors dites-nous, qu'est-ce qui se passe actuellement dans la région de Tombouctou? Bonjour à tous les auditeurs de Tamani. Pour dire tout simplement qu'à Tombouctou, les populations sont d'abord embarrassées de ce regain de tension. D'abord, une ville qui ne s'attendait pas à ce que ça prenne une telle allure. Mais nous constatons tout de suite, depuis un certain temps, que des groupes à distance, à 10 km de Tombouctou, ont commencé à tirer des obus sur la ville. Et malheureusement, qui n'arrivaient pas à l'intérieur, mais qui s'arrêtait juste au niveau des checkpoints. Et la grande surprise venait ce matin quand nous apprenons que Goundam a été envahi par ces groupes, et justement où on perdait cet officier, le chef de peloton, plus son adjoint et un de ses neveux. Et tout de suite, en ce moment, au moment où je vous parle, à Léré également, ça se passe comme vous l'avez annoncé. Il y a des coups de feu et d'aucuns parlent même d'occupation. Et c'est ce qui est grave. Donc, ça a carrément freiné les activités au moment où je vous parle. Et à Tombouctou, pour qui le sait, le commerce est occupé jusqu'à 60% par la communauté arabe. Et c'est elle qui amène tous les produits, c'est elle qui fait le grand commerce. Mais aujourd'hui, on les voit rarement dans la circulation pour dire encore une fois de plus que c'est une inquiétude, surtout pour ces gens qui se sont donnés pour un retour définitif à reprendre leurs activités et ça leur inquiète beaucoup. Merci beaucoup, Yaya Tandina. Restez avec nous pour la suite de cette émission. Je le disais tout à l'heure, Mongui Amdi, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, demandait une cessation immédiate des hostilités et un retour sur les positions. Selon lui, cette résurgence des tensions met en péril les efforts de tous pour restaurer une paix durable au Mali. Alors, Ousmane Kornio, est-ce que cette déclaration fait référence au cessez-le-feu? Est-ce qu'il tient toujours, ce cessez-le-feu? Jusqu'à preuve du contraire, pour moi, le cessez-le-feu tient. Mais seulement, il y a des événements auxquels il faut s'attendre chaque fois qu'on va vers la fin d'un processus de négociation. Parce que pendant la négociation, il y en a ceux qui veulent que ça aboutisse, mais dans tous les groupes, il y en a ceux qui ne souhaitent pas que ça aboutisse. Et il faut s'attendre à ce que ceux-ci-là réagissent et fassent tout pour que ce processus soit boycotté et que ça n'arrive pas. Donc moi, je m'y attendais, je l'ai dit la dernière fois sur le même plateau, que plus on avance vers la date fatidique de signature, plus ceux qui ne souhaitent pas à ce que la signature de l'accord ait lieu vont se manifester. Bon, maintenant, vous savez qu'on discute avec les bras politiques. Et quand on s'informe bien, on sait que c'est les bras militaires qui sont ceux qui ne souhaitent pas, dans la mesure où le combat, c'est leur gagne-pain, c'est leur activité. C'est là qu'ils gagnent. Et puis, quand on va signer cet accord de paix, est-ce qu'ils vont continuer encore à gagner ce qu'ils gagnent encore?
Est-ce qu'ils vont avoir 2 places? Est-ce que le sort qui va leur être réservé sera un sort à hauteur de Suez? Donc c'est tout ça qui fait que dans un processus de négociation, on assiste vers la fin à des décisions comme ça de combat. Bon, maintenant, le cessez-le-feu, je crois que c'est politique. C'est signé politiquement entre les différentes parties. Et moi, jusqu'à preuve contraire, je crois encore à cessez-le-feu. Et je crois que la MINUSMA doit continuer à œuvrer, à travailler avec les différentes parties au niveau des acteurs politiques pour qu'on puisse conduire la situation ainsi tant bien que mal jusqu'à la date fatidique de signature. Merci Ousmane Cornio. Je rappelle que vous êtes expert des questions de sécurité. Alors Firoun Maïga, vous êtes spécialiste en gestion des conflits, plusieurs foyers de tension. D'abord Menaka, ensuite Gundam et Léré. Et c'est pas près de finir. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces derniers événements? Oui, bonsoir à tous les auditeurs. La situation semble très difficile, je comprends, et je sais que nous aspirons à une sortie de crise honorable. Les Maliens avaient espoir que finalement les choses commencent à rentrer dans l'ordre, on va avoir un accord, quelles que soient les critiques qu'on pourrait porter à cet accord. C'était de l'espoir, et puis bon, tout d'un coup on se rend compte que bon, au fur et à mesure que les choses avancent, on voit le 15 s'éloigner. Et bon, il y a une situation qui ne s'explique pas, mais que moi je comprends, parce que depuis Alger, une partie était déjà dans une situation que tout le monde connaît, son refus de paraffer le document, les raisons pour lesquelles cette partie n'a pas paraffé le document, les négociations qu'elle a souhaité amener, alors que du premier round jusqu'au 5e round, nous étions tous parties prenantes, nous avons discuté ensemble, en salle, même si nous n'étions pas dans la même salle, on se retrouvait et les choses avançaient. Bon, qu'à la dernière minute, il y a eu ce problème, ça pose quelque chose. Je sais qu'aujourd'hui, la situation qui se passe à Gao, et tout de suite, c'est regrettable. Et quand j'entends Yaya parler de l'ERE et dire que, bon, selon les informations, nous pensons encore que nous avons une armée capable de tenir un point. Rentrer à Menaka, ça n'est un. L'ERE, c'est aussi, mais il faut comprendre que ce n'est même pas les mêmes configurations. Mais nous pensons qu'il n'y a pas péril à la demeure. Voilà, nous sommes... c'est des questions stratégiques. Il ne faut pas vite conclure, quoi. Mais je pense qu'aujourd'hui, la situation est telle que les populations ont besoin effectivement d'un souffle. Il y a de l'espoir quelque part, il y a de l'amertume quelque part, des inquiétudes. Et c'est comme ça qu'il faut peut-être analyser cette situation, mais aller de l'avant sur du concret. Alors, nous allons retourner à Tombouctou avec Yaya Tandina qui est en direct avec nous. Yaya, il y a eu des faits d'annonce qui disaient que la MINUSMA avait été prise pour cible par le MNLA à Tombouctou. Est-ce que vous confirmez cette information? Oui, c'est une information qui est vraie parce que juste quand il y a eu les premiers tirs sur Tombouctou, alors la garde nationale a pourchassé ces derniers, ces groupes-là. Et entre-temps, ils étaient soutenus par la MINUSMA et particulièrement les Suédois qui ont accompagné. Et juste arrivé à quelques kilomètres d'Agonie, l'armée a été reculée parce que l'armée ne voulait pas quand même violer ce pacte d'aller sur un terrain qui n'est pas tout de suite, qui était quand même sous le commandement de ces groupes. Alors là, les positions suédoises étaient là et entre-temps, elles ont reçu des tirs de ces groupes. Et moi, ce qui m'inquiète surtout, c'est que l'attaque de Gundam et celle de Léré, qui continue à présent, n'ont pas été revendiquées. Alors, je crains que ça ne prenne une autre allure, une autre tournure du moins, parce que je me suis dit que quand c'est les Himara, ils sont capables tout de suite de faire entendre que c'est eux, mais cette fois-ci, pas de revendication. Je crains que ce ne soit les barbus. Les barbus, vous faites référence donc aux groupes armés terroristes qui sévissent dans la zone. Merci beaucoup Yaya. Nous allons vous demander de quitter la salle si vous êtes dans une salle, car il y a beaucoup d'écho dans vos propos. Si vous pouvez vous isoler quelque part pour que nous puissions mieux vous entendre ici dans le studio. Alors Ousmane Cornio, autant de foyers de tension, est-ce que cela a un but précis? Oui, un but précis, c'est de mettre à mal le processus qui est en cours. Et je rebondis sur les propos de Tandina. Moi, je n'exclus pas que ce soit vraiment les narcotrafiquants.
Parce que ce sont ceux-ci qui n'ont pas intérêt à ce qu'il y ait la paix. Même si à la situation actuelle, il est difficile de faire la différence entre qui est narcotrafiquant et qui est mouvement rebelle. Mais je sais que sous la couverture des narcotrafiquants, des actes comme ça pourraient se dérouler et pour mettre à mal le processus. Et je comprends tout. La seule chose que je ne comprenais pas très facilement, c'était la situation de Menaka. Parce que la situation de Menaka était une situation inédite. Parce que je comprends bien la mission de la MINUSMA. C'est une mission de stabilisation. La mission de stabilisation veut dire que là où un acteur se trouve, il se trouve avec la MINUSMA et l'autre acteur, il lui est interdit d'y être. Or, à la MINUSMA, à Menaka, on avait et la MINUSMA, et l'armée malienne, et les séparatistes. Je n'ai jamais compris cette situation. Et ce qui s'est passé, on s'attendait à ça d'un jour au lendemain. Bon, malheureusement, ce n'est pas venu. Parce que moi, je m'attendais que ça vienne de l'armée malienne, qui se dit, bon, écoutez, nous, on ne peut pas cohabiter avec les séparatistes. Mais c'est arrivé avec le groupe Gatia, qui, j'aurais appris, qui aurait été même attaqué à 20 km. Donc, il a été obligé de réagir. Et de sa réaction, a su qu'elle pouvait continuer jusqu'à Menaka, parce que Menaka était à portée de main. Bon, et dans toutes les autres localités, je n'exclus pas que ce soit le narcotrafiquant qui alimente, parce qu'il faut reconnaître aussi que ce sont eux qui tirent la ficelle. Même le refus de paraffer, le refus de signer, tout ça, il faut le dire que c'est des narcotrafiquants qui tirent les ficelles. On ne connaît pas qui, précisément, je ne le dirai pas, mais je sais quand même qu'il y a des narcotrafiquants qui tirent parce qu'ils sont eux qui ont plus intérêt à ce que la situation ne se stabilise pas. Merci Ousmane Kornio. Je rappelle que vous êtes expert des questions de sécurité. Alors Firoun Maïga, vous êtes spécialiste de gestion des conflits. Aujourd'hui, il y a une dissension au sein de la CEMA, la coordination des mouvements armés de l'Azawad. Est-ce que ces dissensions sont le résultat aujourd'hui de la perte de la ville de Menaka par le MNLA et son retrait de la ville d'Aguelok? Merci beaucoup. Salut à Yaya qui est à Tombouctou et Hinskafoni. Ce que je voulais juste vous dire par rapport, avant de répondre, je rebondis sur son point, que narcotrafiquants, djihadistes ou quoi que ce soit, c'est des éléments de la CEMA. Et dans la CEMA, formel. Je suis formel, c'est des éléments de la CEMA. Et dans la CEMA, nous savons qu'il y a des narcotrafiquants. Nous savons qu'il y a des djihadistes parmi eux, parce que la plupart, si vous les regardez, c'est ça. Djihadistes, narcotrafiquants, c'est juste sortir par la porte, quoi. On est là, on est narcotrafiquants parce que, bon, on est en dehors, on ne va pas, on prend de l'argent. Mais de l'autre côté, quand il y a quelque chose qui nous intéresse, on tourne l'autre page, on est de l'autre côté, on est djihadistes. Mais c'est une question, c'est tellement simple. Nous autres qui sommes de la localité, nous comprenons ça. La CEMA a décidé de boycotter, d'utiliser tous les moyens parce qu'elle se voyait perdante si réellement l'accord venait à être signé le 15 et qu'eux, ils ne sont pas partie prenante. Les raisons sont très connues. Ils ont mis la pression, ils ont un poids politique derrière et ils pensent qu'ils ont bien... vous savez, hein, il faut voir l'évolution depuis Alger. On ne peut pas paraffer, on va demander nos populations et ensuite on revient, on fait des revendications. Alors qu'ils avaient toute la latitude de les poser, ça a été posé, il y a des questions ont été répondues. Et voilà qu'on revient encore sur des positionnements pour dire non, on va paraffer, on va à Alger. Il y a tout un mélange. Et puis bon, vous savez, la communauté internationale a un problème. Tant qu'elle n'arrive pas à te saisir sur ces mots sur lesquels elle te gère et que tu arrives un peu dans les mailles, elle reste bloquée, quoi. C'est des gens qui sont bloqués parce qu'ils ont des textes, ils sont comme ça. Ils regardent cette façon. Pour eux, tout ce qui est en train d'être fait ne viole pas et donc ils peuvent retrouver. Sinon, c'est des éléments du MNLA, du MAA, du HIA, d'une autre tendance peut-être qui peuvent être là et qui sont connus. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. Pour la citation de Menaka, je vous assure, moi je peux le dire, même pas une question insolite. Il a été prouvé et il a été demandé depuis la signature du cessez-le-feu et le dernier round d'Alger que les mouvements étant signataires qui ont paraphé l'accord doivent sensibiliser leur population dans leur terroir sans autre forme. Alors, qu'une partie se déplace à 40 km pour voir ses parents et que ce déplacement est perçu comme une agression sur son territoire, parce que pour eux, ils sont dans une logique d'Azawad, de pays. Ils ne sont pas dans une logique de négociation. Pour eux, l'Azawad, c'est un pays qui va avoir son parlement, son président et tout, égal comme un autre pays, et un drapeau et un tout, et que si demain tu dois aller là-bas, il faut remplir les conditions. Donc pour eux, c'est une agression.
et qu'ils viennent attaquer des gens dans un campement qui est connu, malheureusement pour eux, les capacités de réaction de ces gens ont amené les gens à aller jusqu'à Ménaka. Ils n'ont pas, la plateforme n'a pas attaqué Ménaka. La plateforme a suivi, parce que c'est son droit de poursuite, à rentrer à Ménaka. Et une fois rentrée, elle a pris les dispositions nécessaires pour protéger la ville. Alors, voilà comment les choses se sont passées. Donc il n'y a rien à dire. Aujourd'hui, la SEMA est en perte de vitesse au niveau politique. Aujourd'hui, dans ces rangs, il y a des effritements parce qu'il y a beaucoup du MNLA et de ces rangs qui commencent à regagner maintenant nos parts. Nous avons des téléphones, tous les gens là, même ceux qui sont allés, il y a des groupes parmi eux qui sont prêts à rallier la plateforme. Donc la question, c'est du harcèlement qu'ils sont en train de faire et je pense que ça ne remettrait pas en cause la signature de l'accord du 15. Ils sont les bienvenus parce que la porte n'a jamais été fermée. Le seul problème, le Mali n'oserait jamais, et je ne pense pas que le président de la République va décider pour quelque beaux yeux que ce soit qu'aujourd'hui le nom du Mali serait Azawad parce qu'ils auraient voulu ou bien qu'il y ait autre chose. Donc ils viennent, on construise la maison et puis les armes, c'est comme ça. Alors nous allons donc faire fi de la pause et nous allons continuer cette émission. Alors le cessez-le-feu, nous revenons aujourd'hui sur le cessez-le-feu. Alors Yaya Tandina, vous êtes à Tombouctou, vous êtes journaliste. Dites-nous, est-ce que on parle actuellement de ce cessez-le-feu? Est-ce qu'il tient toujours sur le terrain? Bon, effectivement, moi je dirais que le cessez-le-feu a été violé, mais ce n'est pas une rupture comme on le pense. Parce qu'il y a des possibilités, et tout de suite, que les uns et les autres se retrouvent. Et qu'enfin, que la MINUSMA aussi puisse mettre le paquet à ce que les protagonistes se retrouvent et qu'on mette fin. Parce que dans tout ça, c'est les populations qui sont en train de souffrir. Et je dirais tout simplement à M. Sidati du MAA qui m'écoute de bien vouloir écouter ses parents qui le parlent. À Tombouctou, c'est une communauté arabe bien installée qui est là, des réfugiés qui sont de retour et aujourd'hui qui n'ont pas besoin d'entendre ces bruits d'armes. Et nous avons fini avec l'occupation des terroristes. Je crois que l'heure est vraiment à la paix, à la reconstruction et au retour de la paix. C'est ce qu'aspirent toutes ces populations de Tombouctou. Donc moi, je ne pense pas en réalité que ça soit une rupture, mais quelque part, c'est violé. Alors, merci beaucoup, Yaya, pour cet appel donc, des populations de Tombouctou. Je rappelle que vous êtes journaliste dans la région. Alors, Ousmane Kornio, vous êtes expert des questions de sécurité. Aujourd'hui, le cessez-le-feu est clairement violé par quelques parties. La MINUSMA est prise pour cible. Est-ce qu'il peut y avoir des sanctions? Bon, ce n'est pas la première fois que la MINUSMA a été cible. Et depuis que le cessez-le-feu a été signé, et bien avant, et combien de fois la MINUSMA a été cible dans les régions de Kidal, même dans la banlieue de Kidal, combien de fois des convois de la MINUSMA ont été attaqués, et même des chauffeurs civils qui transportaient des produits de la MINUSMA ont été assassinés. Donc moi je crois que ce n'est pas la première fois que la MINUSMA a été attaquée. Cette fois-ci, peut-être c'est une attaque à découvert, dans la mesure où on a vu un véhicule de la MINUSMA, on l'a attaqué. Mais moi, j'appelle attaque tout ce qui a été fait avant et qui a permis à ces groupes de tuer, d'assassiner par quelque moyen que ce soit la MINUSMA. Maintenant, il reste à la MINUSMA de garder la balle par terre, de se dire, bon, écoutez, ce sont des choses qui peuvent arriver dans un processus de négociation. Eux qui sont de la médiation et de la stabilisation, ils doivent tout faire pour ramener les différents protagonistes à la raison. Il y a des deux côtés, que ce soit du côté des partisans du gouvernement ou des séparatistes, des gens qui n'ont pas intérêt à ce que la situation, comme je le disais tout à l'heure, la situation aboutisse et que la paix y revienne. Et que je crois qu'on doit tout faire, calmer les uns et les autres, rencontrer individuellement les uns et les autres, taire, si c'est possible, les armes, afin quand même qu'on arrive à cette situation de signature de la paix. Parce que moi je dis que c'est la signature simplement de cet accord qui nous permettra en définitive de savoir qui veut la paix et qui ne veut pas la paix. Parce qu'à cet instant où nous sommes actuellement, on ne sait pas qui est séparatiste, qui est djihadiste, ou qui veut la paix ou qui ne veut pas la paix.
toutes les attaques qui se font dans la région de Mopti, ben, même si ce n'est pas l'aménagement qui a été attaqué, mais ce sont quand même des attaques. C'est des violations des cessez-le-feu. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que le cessez-le-feu a été violé, ça a été du tout violé, mais je crois qu'avec ça, on doit pouvoir aller jusqu'au bout. Moi, je crois qu'il faut aller jusqu'au bout. Alors aujourd'hui, le MNLA a été obligé de quitter la ville de Menaka. Il se retire également de la ville d'Aguelok. Quelle est aujourd'hui la capacité réelle de la SEMA, de la coordination des mouvements armés de l'Azawad? Oui, je l'ai dit au début de mes propos qu'en fait que la SEMA elle est divisée en deux. Il y a le bras politique et puis il y a le bras militaire. On sait bien comment que le bras militaire ne veut pas que cette signature ait lieu. Et s'il y a encore des refus, c'est le bras militaire. Est-ce que militairement aujourd'hui, la coordination des mouvements armés de l'Azawad peut tenir? Mais elle n'a jamais pu tenir. Elle n'a jamais pu tenir. C'est le mouvement djihadiste, le narcotrafiquant qui tient le terrain. Nous avons eu sur le plateau à écouter quelqu'un qui nous a appelé de Kidal, en nous disant que 10 km après Kidal, le MLA ne tient rien. Ça veut dire que les forces armées que possède le MLA, ben, écoutez, c'est confondu avec les djihadistes. Ce sont ces djihadistes-là qui n'ont pas intérêt à ce qu'il y ait la paix. Ce sont eux qui sont bien armés, ce sont eux qui soutiennent quand il le faut. C'est derrière eux que se cache la SEMA. Alors, est-ce qu'avec cette question djihadiste, terroriste sur le terrain dans le nord du Mali, on peut parler de cessez-le-feu, Firoun Maïga? Bon, vous savez, on est en train de... je comprends bien, mais le cessez-le-feu, c'est entre deux parties. C'était entre la plateforme et la coordination. En fait, la médiation, parmi dans laquelle il y a l'aménagement, est une force de stabilisation. Ils sont là pour garantir l'engagement de l'ensemble de chacune de ces parties par rapport à les engagements qu'ils ont pris. Mais le cessez-le-feu, elle a été toujours violée par la SEMA. N'oubliez pas qu'après la signature de ce cessez-le-feu, celui de Tabankort, mais Agouni a été occupé au sud de l'aménagement. L'aménagement même est parti à Agouni pour voir les éléments de la SEMA à Agouni. Qu'est-ce qu'ils ont pu faire? C'est une violation flagrante. N'oubliez pas qu'il y a eu des agressions flagrantes où les populations ont demandé, des éléments sont connus à l'aménagement, que voilà telle violation qui a été faite par telle partie. Ils n'ont pas levé le petit doigt pour le faire. Je pense qu'aujourd'hui, c'est toutes ces carences et toutes ces fuites de responsabilité de l'aménagement qui rebondissent à leur visage et qui aujourd'hui font effet pour dire qu'il y a violation. En fait, l'accord a été signé, une violation, nous considérons que depuis que l'accord a été signé, la SEMA n'a pas cessé de violer, et puisqu'elle est dans les entregents, excusez-moi du mot, elle est bien cajolée par les autres, donc toutes les fautes, les violations sont considérées normales. Peut-être que l'aménagement pense que la SEMA réellement est dans son droit parce que l'Azawad lui appartient. Parce que c'est cette façon de réfléchir qui amène des acteurs. Je ne parle pas de la communauté internationale, je parle des acteurs. Ceux qui sont ici au Mali, qui sont des hommes et des femmes, qui sont supposés interpréter la mission pour laquelle ils sont. Qu'est-ce qu'ils font de ce mandat qu'on les a donné pour qu'on arrive à ça? Donc, violation, la SEMA a toujours violé et je pense qu'aujourd'hui encore, que ça soit tant mieux pour le Mali et pour nous-mêmes. Ils ont violé le cessez-le-feu, nous avons récupéré Menaka. Parce qu'on les a poursuivis jusqu'à Menaka. À Léré, ils ont violé le cessez-le-feu aujourd'hui à Gundam et à Tombouctou parce qu'ils ont agressé l'armée qui n'a jamais été partie prenante d'une action. Ils veulent pousser la communauté internationale à accuser le Mali et à travers le Mali son armée et par ricochet autre pour dire que bon, les raisons sont ça. Mais ça, nous comprenons le béaba. Personne ne va tomber dans ce piège. Alors, Yaya Tandina, je rappelle que vous êtes, merci beaucoup Firoun Maïga, vous êtes spécialiste de gestion des conflits. Yaya Tandina, vous êtes journaliste et vous êtes à Tombouctou où il se passe également ces tensions entre l'armée malienne et certains groupes armés à Léré dans la région de Tombouctou et également dans d'autres localités de Tombouctou. Dites-nous, quelle est la place de la population civile au milieu de ces affrontements et de la violation de ce cessez-le-feu par les partis? Justement, Famoussa, je disais que la population constitue la principale victime
Rien que voir ce matin comment les partenaires au développement d'abord qui ne parviennent pas tout de suite à effectuer des déplacements. Nous avons ce matin, hier il y avait une rencontre à Tombouctou qui a rassemblé presque tous les représentants de l'État à Tombouctou, mais qui n'ont pas pu faire le déplacement parce que les hommes qui devraient censés les escorter étaient déjà sur le champ de bataille. Ça prouve encore une fois de plus qu'il y a un handicap. Et en plus, aujourd'hui, comme je l'ai dit, les populations ont de la peine à approcher leurs frères parce qu'il y a une certaine méfiance qui s'installe et cela n'est pas bon parce que plus ça continue, plus ça perdure et finalement il risque d'avoir des tensions et craignons-le qu'il y ait un jour une guerre civile, ce que nous ne souhaitons pas. Et j'en profite également pour vous dire qu'aujourd'hui à Tombouctou, les populations se sont engagées quand même pour le retour de la paix. C'est pourquoi à chaque fois qu'un convoi de réfugiés, à chaque fois que des frères arrivent, on les accueille à bras ouverts, on les ouvre la porte, on les facilite leur installation. Et voilà pour montrer encore une fois de plus que ces Tombouctiens veulent de la paix. Mais aujourd'hui, il se passe autre chose qu'on ne comprend pas, mais laissons le temps au temps pour comprendre réellement ce qui se passe. En tout cas, moi, quand même, je vois une autre tournure dans cette crise. Merci beaucoup, Yaya Tandina. Je rappelle que vous êtes journaliste à Tombouctou. Ousmane Kornio, vous êtes expert des questions de sécurité. Aujourd'hui, avec la violation de ce cessez-le-feu, est-ce qu'on peut dire que le rendez-vous du 15 mai destiné à signer l'accord de paix ici à Bamako sera... Bon, un homme honnête, je crois encore aux propos et aux décisions et aux politiques des acteurs. Jusque-là encore, ils n'ont pas démenti leurs propos, ils ne sont pas revenus sur leur engagement. Donc jusqu'à preuve du contraire, je crois qu'on pourra ressaisir la balle et qu'on pourra conduire la situation jusqu'à la signature de l'accord. Nous avons eu un élément qui a passé dans le journal tout à l'heure sur cette question justement de la situation de l'accord. Je ne sais pas si on peut retrouver cette réaction du représentant, enfin du chargé à la communication du MNLA, Moussa Ag Charatouman, qui disait que voilà, il n'est plus question de parler d'accord de paix, ni de paraphe, ni de signature, mais plutôt de régler cette situation qui est en cours. Est-ce que cela peut prendre en otage, encore une fois, la signature du 15 mai? Oui, moi je ne crois pas à tout ce qui est dit verbalement, parce que jusque-là, ils ont agi par écrit. S'ils prenaient, s'ils écrivaient à la ministre pour dire, écoutez, nous revenons sur notre décision, je leur croirais. Mais quant à dire sur seulement l'effet de la colère, écoutez, nous, compte tenu de ce qui s'est passé, nous, on revient sur notre position, il n'a qu'à écrire. À partir de l'instant où il aura écrit, je crois que la ministre aussi sera engagée à annoncer à la partie malienne qu'en fait, tout ce qui avait été dit, ce n'est pas la première fois. Même après avoir écrit, parce que je crois qu'il y a une première fois, le 15 avril, ça avait été écrit, mais ils n'ont pas tenu la date. Et le 15 mai, ils ont écrit, ils ont accepté. Bon, si encore ils écrivaient pour dire qu'ils ne tiennent pas à cette date-là, pour telle ou telle raison, les médiateurs, l'équipe de médiation saura que faire. Mais moi, je dis que je crois, dans le cadre de mes stratégies de gestion de conflits, qu'en fait, qu'ils acceptent ou pas, que le 15 mai, que ceux qui ont paraphé qu'ils signent, qu'on puisse engager à mettre en œuvre ce qui peut être mis en œuvre, peut-être que ça leur donnera une leçon. Mais quand tu as dit il faut que ces gens-là, pour qui connaît le conflit, quand tu as laissé ces gens jusqu'à ce qu'ils soient d'humeur ou bien qu'ils soient dans toutes les dispositions de venir se rallier à la situation signée, je ne pense pas. Je ne suis pas sûr que le 15 mai qu'ils viennent encore signer. Mais moi, ce que je propose, le 15 mai, qu'ils soient là ou pas, que ceux qui ont fait qu'ils signent et qu'on engage la mise en œuvre de ce qui peut être mis en œuvre sans eux. Peut-être qu'ils viendront après. Alors, nous allons observer quelques secondes de pause avant de reprendre la dernière partie de cette émission. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Studio Tamani sur les réseaux sociaux, sur notre page Facebook ou notre compte Twitter. Mais n'oubliez pas notre site web www.studiotamani en un seul mot.org où vous pouvez réécouter cette émission ou tout simplement l'écouter en direct. Aujourd'hui, nous réfléchissons sur la situation sécuritaire dans le nord du pays avec ces violences, notamment à Léré et également dans d'autres régions de la région dans d'autres zones de la région de Tombouctou. Alors, nous sommes dans la dernière partie. Nous étions sur cette annonce du MNLA, membre donc de la CEMA, de la coordination des mouvements armés de l'Azawad, qui dit exclure toute éventualité maintenant de paraffer ou bien de signer avant que cette situation, ces tensions ne retombent dans le nord du pays. Alors, si nous avons l'élément, la réaction de Moussa Ag Acharatoumane, le porte-parole, je dirais le chargé à la communication du MNLA, sur cette question. Nous allons l'entendre. Et désormais aussi, ce qui va se passer va dépendre du terrain. Donc maintenant, les gens sont plus dans une logique de se défendre que d'aller vers des accords ou vers des paraphes ou vers des signatures. Parce que là, je pense que le contexte a évolué, le contexte a changé. Maintenant, il va falloir qu'on règle cette histoire d'abord avant de revenir à l'accord, au paraphe ou à la signature ou à quoi que ce soit. Alors, Ousmane Konyo a réagi sur cette déclaration. Firoun Maïga, quelle est votre réaction? Vous êtes spécialiste en gestion des conflits. Quelle est votre réaction face à cette annonce de Moussa Aga Charatoumane, chargé à la communication du MNLA? Oui, je connais bien Moussa, je sais, c'est sa façon de parler. D'abord, en fait, Moussa ne peut pas parler de l'accord parce qu'il n'a pas paraphé l'accord. Donc, il est libre de dire ce qu'il veut. Et rien ne l'engage sur l'accord. S'il l'avait paraphé, je pense que j'aurais pu répondre sur ce qu'il dit. Mais il a du plaisir à dire quelque chose parce qu'il a besoin de mieux communiquer, qu'on entende sa position. L'accord a été paraphé par la communauté internationale, le gouvernement du Mali et la plateforme. Voilà les partis qui ont paraphé et qui sont supposés, je pense très bien, il n'y a aucune objection, je ne vois pas de problème que la responsabilité de chacun ne soit engagée par rapport à la signature du 15. Rien ne peut l'empêcher parce que c'est des institutions, c'est des gouvernements, c'est des partis qui se sont engagés à trouver une solution à cette question du Nord. Donc, ils sont les bienvenus s'ils doivent le parapher. Ils viendront, ils parafferont la DC là. Ils ont dit, ils se sont engagés à dire qu'ils vont venir. Ces incidents qu'eux-mêmes ont créés, suffisamment créés, parce qu'au fond, les Moussa n'ont jamais voulu, ils n'ont jamais été dans cette logique. Ce qu'ils ont donné à Kidal la dernière fois où la communauté internationale était partie, Moussa est dans sa tête qu'il est dans un territoire et demain, il va afficher, je ne sais pas moi, une identité devant le gouvernement malien en venant se dire que pour les populations du Nord, il est tel ou tel, ce qui ne se fera jamais. Donc, ce qu'il a dit n'engagera que lui, puisqu'il n'a aucun engagement. Seuls les partis qui ont paraphé l'accord sont à mesure de remettre en cause le paraphe du 15 ou pas. Et je pense que la communauté internationale aujourd'hui, elle est engagée, aussi bien que le gouvernement malien et la plateforme, à parapher. Le problème pour lequel il y a ces incidents, il faut bien le connaître, parce que si l'accord est paraphé et signé, elle va s'imposer sur l'ensemble du territoire national. C'est ça la peur. Quelles sont les garanties que la communauté internationale donne pour l'application de cet accord? Oui, mais l'accord, une fois paraphé, les conditions de l'accord sont décrites, le mode opératoire est bien connu, quels sont les instruments, les outils qui vont être utilisés, l'accord se reprend, ça veut dire qu'une fois après la signature de l'accord, il y aura le désarmement, il y aura le redéploiement de l'armée, il y aura la mise en œuvre de la période transitoire, la question institutionnelle, tous ces instruments qui vont permettre effectivement de soulager les populations et de répondre à cette question, à cette demande. Et ça, je pense que ça a été bien fait. Ils ont participé jusqu'au dernier round. Si maintenant ils pensent qu'ils sont à côté, c'est qu'ils ont un autre agenda. Et cet agenda-là ne peut pas hypothéquer cette volonté politique du gouvernement malien, de la plateforme et de la communauté internationale. C'est à eux de voir. Et je suis sûr et certain, je te dis, si Moussa est bien malin et il sait que la CEMA, c'est le Mali, et ils le reconnaissent très bien parce qu'à Ouaga, l'intégrité du territoire, tout le monde est d'accord avec la laïcité de l'État et le caractère républicain. Ce n'est pas lui qui va le remettre en cause, même s'il a refusé son identité de Malien parce qu'on aurait pu lui donner, mais de toutes les façons, il ne peut avoir qu'un passeport malien.
pour voyager aujourd'hui. À moins que la communauté nationale lui prête une autre identité en ce moment, il ne parlerait même pas au nom du Mali. D'accord. Alors nous allons retrouver Yaya Tandina à Tombouctou. Yaya, édifier nos auditeurs par rapport à la situation actuelle et précise de la ville de Tombouctou. On annonçait que la ville était encerclée par la CEMA. Aujourd'hui, quelle est la situation réelle de la ville de Tombouctou? Là, j'en profite vraiment, Famoussa, pour dire que c'était la rumeur qui circulait. Tombouctou n'a jamais été cerné par la CEMA. Hier, moi, j'étais à une dizaine de kilomètres où je circulais. En réalité, Tombouctou n'a jamais été cerné. Mais des mouvements, quand même, de ces groupes ont été sentis. Mais l'armée, ne voulant pas tout de suite se faire accuser, a bien voulu laisser d'abord voir quelle serait leur réaction. Ils ont été sentis quelque part vers Tiriken. Et ça, c'est à une vingtaine de kilomètres de Tombouctou. Vers Agouni également, on a senti encore leur présence. Et ce matin, ils se sont fait entendre à Gundam. Et à notre grande surprise, encore, ça continue encore vers l'Éré. Mais moi, je voudrais attirer l'attention des populations. Qu'on ne croit plus à ces rumeurs qui écrivent sur les réseaux sociaux, qui écrivent du n'importe quoi. Et Tombouctou n'est pas encerclé et Tombouctou n'est pas menacé. Aujourd'hui, les populations peuvent vaguer dans leurs préoccupations, mais comme je l'ai dit, elles sont seulement embarrassées par ce regain de tension qui ne fait qu'empirer la situation. Et cela n'est au bénéfice de personne. Et ni nos frères qui font leurs activités économiques, ni les partenaires au développement, encore moins les populations qui constituent aujourd'hui les principales victimes. Merci beaucoup Yaya Tandina. Je rappelle que vous êtes journaliste à Tombouctou pour nous faire donc le point de la situation, le point réel de la situation sur place. Alors Ousmane Cornio, vous êtes expert des questions de sécurité. Aujourd'hui, le préaccord, enfin l'accord de paix tire vers sa fin. Comment est-ce que le DDR, la démobilisation, désarmement, réinsertion, tout cela va devoir se passer? Merci Famoussa. Bon, ce que je voulais dire simplement, c'est qu'il faut faire la différence entre l'accord et la mise en œuvre de l'accord. C'est comme par exemple un décret et le décret d'application. Le décret d'application détaille toutes les dispositions de mise en œuvre. Et ça va nécessiter encore des négociations. Et c'est ce que je souhaite que nos camarades de la CMA comprennent. Qu'en fait, on ne peut pas tout écrire dans l'accord. On écrit les grandes lignes dans l'accord et il va y avoir des négociations internes, des discussions, du dialogue pour la mise en œuvre de cet accord-là. C'est-à-dire, comme je disais, le décret et le décret d'application. Dans une négociation, comme je disais, il y a 4 types de négociations. Il y a la négociation que nous appelons 1 + 1 = 0, c'est-à-dire la négociation de perdants. Ça veut dire que chacun des protagonistes se cantonne sur sa position. Je souhaite que nos camarades de la CMA le comprennent. Ils n'ont pas intérêt à ce qui est négociation de perdants. La deuxième négociation, c'est 1 + 1 = 1. Croire que je serai le seul à gagner et l'autre va perdre. Aucune des parties n'acceptera perdre et que l'autre soit uniquement le gagnant. Et je souhaite ça aussi que les gens de la CMA comprennent. La troisième négociation, c'est ce qu'on appelle 1 + 1 = 2. 1 + 1 = 2, ça veut dire que c'est la négociation égocentrique. Chacun va gagner, les deux vont gagner. Mais on oublie les autres, l'environnement. Ceux qui ne sont pas protagonistes, c'est-à-dire la population. Et je souhaite qu'ils partent pour la 4e négociation que nous appelons 1 + 1 = 3. C'est-à-dire que les deux belligérants vont gagner, mais ces pauvres populations qui sont déplacées, qui sont réfugiées, qui aujourd'hui continuent à souffrir, qu'ils puissent y revenir. C'est le 3e acteur. Je crois qu'ils pensent à ceci-là. Et dès qu'on va signer l'accord, je crois qu'il faut immédiatement penser à ce troisième acteur, les faire revenir. En ce temps, le cantonnement s'adressera aux acteurs, c'est-à-dire les deux premiers belligérants. On va essayer de les mettre en œuvre le DDR. Et mettre le DDR ne signifie pas simplement aller cantonner les gens. C'est-à-dire qu'il faut penser que pendant qu'ils sont cantonnés, quels sont leurs besoins, comment satisfaire ces besoins. Tous ceux qui sont là-bas ne sont pas simplement prêts à intégrer l'armée. Il y en a qui souhaiteraient aller dans le civil. Comment les insérer? Et je crois bien que tout ceci devait avoir été préparé par le
l'équipe de la médiation pour qu'on aille vers les DDR. Mais moi, je souhaite simplement qu'on pense à ces pauvres populations qui aujourd'hui sont déplacées, qui sont réfugiées et qui ont hâte à revenir. Alors, Firoun Maïga, je rappelle que vous êtes également spécialiste de cette question de DDR. Aujourd'hui, avec la situation actuelle dans le nord du Mali, est-ce qu'il y a une chance pour justement cette démobilisation, ce désarmement et cette réinsertion? Oui, mais moi, je voulais juste vous préciser qu'à Alger, nous avons discuté de 4 thématiques. Les questions de politique institutionnelle, les questions de défense et de sécurité, les questions de développement et les questions de réconciliation. Et de chacune de ces thématiques, il y a eu un développement et l'accord définit réellement, quand vous lisez l'accord et dans ses annexes, et vous verrez effectivement que toutes ces questions ont été prises en compte. Et je pense que, comme il l'a dit, la période transitoire qui va permettre, effectivement, comme il le dit, le degré de mise en application, c'est là où nous allons nous asseoir encore une deuxième fois, maintenant pas en Algérie, pas ailleurs, entre nous, pour dire sur tel aspect, sur telle question, quelle est la pertinence. Parce qu'en fait, l'accord nous donne des orientations, des lignes, mais qui peuvent être interprétées. C'est pour cela d'ailleurs que tout le monde, chacun a lu l'accord et l'a interprété à sa manière. Il n'est pas exclu que ceux qui l'ont interprété à Bamako, qui n'étaient pas à Alger, ne puissent pas avoir la même opinion que ceux-là même qui étaient à Alger, d'une manière. C'est ce qui est possible. Donc c'est en ce moment que démarrent les véritables négociations. Maintenant, en frères, nous sommes d'accord de faire ça, et voilà quelles sont les chances et les possibilités. Et je pense qu'aujourd'hui, pour rassurer quand même Cornion, en tout cas, l'accord a tenu en ce que le bénéfice de cet accord profite aux populations, pas aux groupes armés seulement. C'est vrai, à travers le processus de désarmement, de mobilisation, la réinsertion commence à se faire. Toutes ces dispositions ont été prises par rapport aux individus, leurs armes et consorts. Mais la question fondamentale de l'accord, c'est les populations. Et je pense que sur ce point-là, et le gouvernement du Mali et les partis signataires, la communauté internationale, tiennent à ce que les piliers qui permettent d'avoir une bonne lecture, parce qu'il y a un comité de suivi, contrairement à la première fois où nous avons signé, qui tient à ce que les dispositions qui ont été prises soient exécutées. Donc, je pense qu'il y a toutes les chances que nos frères se retrouvent dans cette dynamique. S'ils sont ce qu'ils disent, dans la logique de se battre pour revendiquer les besoins des populations. Mais maintenant, s'ils sont dans une logique personnelle, pour leur propre image, leur propre effort, leurs propres choses, ce qui est sûr et certain, ils ne parferont pas l'accord parce que l'accord ne répond pas à leurs besoins. Et en ce moment, je pense que la force de cet accord, c'est qu'elle s'impose sur l'ensemble du territoire de la République du Mali. Voilà. Merci beaucoup, Firoun Maïga. Alors, Yaya Tandina, vous êtes à Tombouctou. Aujourd'hui, c'est Gundam qui est attaqué avec 3 morts, je le rappelle, dernier bilan. Dites-nous, quel est votre coup de cœur aujourd'hui, si on connaît aujourd'hui l'importance de cette ville pour la ville de Tombouctou? Oui, donc j'ai dit Gundam, c'est comme un Ménaka. Alors, moi, quand j'ai juste appris l'information, sur le champ, je me suis dit que bon, voilà, il y a un problème de leadership qui s'impose. Est-ce le MAA qui veut prendre le leadership au sein de la CEMA ou autre chose? De toutes les façons, elle veut se faire entendre. Gundam, d'abord, c'est l'un des plus vastes cercles du Mali, avec ses 16 communes. Et je voudrais quand même vous dire que depuis un certain temps, Gundam et Tombouctou, c'était la rupture, parce que là, des véhicules ont été enlevés, des passagers braqués, et régulièrement, nous assistons à des scènes pareilles. Et encore aujourd'hui, c'est Gundam ville-même est attaqué. Ce qui est sûr, aujourd'hui, c'est de la peine pour les populations de Tombouctou et les populations de Gundam. Aujourd'hui, ce qui se passe encore à l'Éré laisse à désirer. C'est pourquoi je dis aujourd'hui, les populations de Tombouctou sont embarrassées, mais nous ne sommes pas inquiétés nullement, en tout cas pour ce que je sens sur les figures des uns et des autres. Et on est confiant, on est rassurant, et que, Inch'Allah, tout le monde garde donc espoir. Merci beaucoup, voilà. Yaya Tandina. Merci beaucoup, Yaya Tandina. Je rappelle que vous êtes journaliste à Tombouctou. Ousmane Cornio était avec nous, expert des questions de sécurité. Et Firoun Maïga était également avec nous. Il est spécialiste de gestion des conflits. Je suis Famoussa Sidibé. Mamadou Ouattara était à la technique. Peting Nijara était à la régie vidéo. Ousmane Diadje Touré a réalisé cette émission. Nous vous disons bonsoir et à demain pour un autre débat.
Grand Dialogue. Sigika Foba. Edouani wa Makaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chennibiru. Halud Mauni. Chennibiri. Sigika Foba. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue.